Fait-on vivre la meilleure expérience à nos clients? Je voulais évoquer ce sujet qui va au-delà de la relation, et pour en parler cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Idriss Drira, qui est professionnel de l'immobilier dans l'investissement clé en main. Cette activité l'oblige à réaliser plus de 300 visites de biens par an. Il nous partage aujourd'hui ses observations et réflexions, ainsi que ses conseils pour améliorer cette expérience client. Je te laisse profiter de cet échange et te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Et avant de commencer, si toi aussi tu veux venir partager sur le podcast, tu es le bienvenu. Tu peux le faire en me contactant à limoentrepro@gmail.com ou en rejoignant le groupe privé Facebook Limo Entrepro. Tous les liens sont dans la description. Bonjour Idriss. Salut Cyril. Eh bien écoute, ravi de te retrouver aujourd'hui parce que je te suis sur les réseaux et plus particulièrement LinkedIn. Et ouais. Et comment on pourrait te qualifier par rapport à ça? Créateur de contenu, influenceur, pas encore. Tu voudrais mettre quoi, toi, comme nom derrière? Alors déjà, surtout pas influenceur. D'accord. Ou à moins, parce que tu me dis que tu me suis sur LinkedIn, je suis un influenceur si tu te considères influençable. D'accord. Est-ce que tu penses que je peux t'influencer? Tu peux me faire réfléchir. Oui, voilà. Voilà. Oui, Tu vas tant lancer mieux. la Par contre, je n'ai pas du tout la prétention, d'être influenceur, tout simplement parce que mon audience, qui est composée de professionnels de l'immobilier, ne sont pas influençables. On n'est pas dans un rapport influenceur Instagram versus les ados devant leur smartphone à qui on va vendre le dernier jeu vidéo ou les derniers bonbons. Donc je suis un créateur de contenu spécialisé avec les conseillers immobiliers. Parce qu'en fait, je puise moi dans mon quotidien de professionnel de l'immobilier pour créer des posts LinkedIn, créer du contenu sur LinkedIn qui a vocation à faire réagir, mais surtout à débattre. D'accord, ok. Donc, ce qui te pousse aujourd'hui, c'est de créer de l'échange. Est-ce que c'est aussi de créer des prises de conscience? Oh, même pas, non. Pas jusque-là? Si j'y arrive, tant mieux, mais c'est même pas au-delà. C'est juste déjà d'ouvrir des débats sur des choses qui nous paraissent... que moi, je suis arrivé dans l'immobilier il y a vraiment pas si longtemps, ça va faire 5 ans au mois de juin, et j'ai vu qu'il y avait des choses, des manières de faire qui paraissent en fait tout à fait normales pour les pros de l'IMO, mais qui pour moi en fait me paraissent mais vraiment hallucinantes. Et c'est juste, je pose moi mon regard de nouveau-né, si je puis dire, et qui va poser peut-être des questions qui peuvent paraître bêtes, juste pour ouvrir le débat en disant mais est-ce bien normal tout ça? Voilà. Et puis on part de là, on échange, on débat justement pour avancer. Voilà. Ma prétention, c'est pas de faire prendre conscience, mais si à travers les questions que je pose, ça peut permettre à certains professionnels d'avancer dans leur pratique au quotidien, alors là, je suis heureux, et c'est peut-être aussi pour ça que je me lève le matin. D'accord, ok. Écoute, c'est hyper intéressant, en tout cas, voilà. Alors moi aujourd'hui, je t'avais contacté via LinkedIn pour parler de la relation client, l'expérience client. Et juste avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous parler, parce que tu dis, j'ai commencé il y a 5 ans l'immobilier, qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ah oui, parce que sur LinkedIn, il y a un point, je ne parle jamais de ce que je fais sur LinkedIn au quotidien, ce qui me rémunère en fait, tout simplement, parce que ce sont deux choses totalement différentes. Sur LinkedIn, je partage moi mon point de vue. En fait, il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et en fait, je travaille pour une société qui fait de l'investissement locatif clé en main. C'est-à-dire pour le compte de nos clients, on s'occupe de faire de la chasse immobilière, on fait de la rénovation, de l'aménagement meublé et de la location. On s'occupe vraiment de toute la verticale en fait pour le compte de nos clients. Donc ça, c'est ce qui me rémunère au quotidien. Et en fait, à
à travers cette activité, je fais à peu près 300 visites par an. C'est un métier que j'ai appris sur le terrain, vraiment sur l'ensemble des aspects, c'est-à-dire que ce soit la recherche, la rénovation, l'ameublement. J'ai appris à travers les professionnels que j'ai côtoyés et c'est surtout j'ai appris à connaître les agents immobiliers. En fait, moi, mon métier, c'est le métier d'agent immobilier, de conseiller immobilier. Quand je parle de mon métier de chasseur, c'est juste en fait qu'on représente, nous, les intérêts des acquéreurs. Et en fait, j'ai constaté, en fait, moi, je me définis, c'est la question que tu m'as posée, c'est comment je me définis. Moi, je me définis comme un client professionnel. C'est ça, en fait, parce que moi, je vis tous les jours l'expérience client que vivent les acquéreurs. Quand un acquéreur cherche une résidence principale ou un investissement locatif, ben moi je le vis parce que tous les jours j'appelle des agences, tous les jours j'appelle les mandataires, tous les jours j'effectue des visites, je mène des contre-visites, des négociations avec des professionnels, des promesses de vente, des actes authentiques. Et je vis tout ça jusqu'à même, je passe même la rénovation, qui est encore un autre volet dans lequel aussi l'acquéreur souffre. Et je dis aussi l'acquéreur souffre parce que ce que j'ai constaté, et c'est ce que je soulève à travers mes posts LinkedIn, c'est que l'expérience client des acquéreurs aujourd'hui, les acquéreurs sont vraiment dans une souffrance, oui, extrême, mais les professionnels ne s'en rendent même pas compte de ce qu'on fait vivre à nos clients. Et alors je leur jette pas la pierre, je suis pas là dans la dénonciation. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. La concurrence qui est extrêmement féroce, le fait que ce sont les vendeurs en fait qui rémunèrent les professionnels et pas les acquéreurs. Néanmoins, ce sont des explications, ce ne sont pas des excuses. Et moi, à travers mon œil, mon regard, ce que je vis au quotidien, je soulève que certains sujets où j'interpelle en fait tous mes confrères, tous les conseillers immobiliers et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce bien normal tout ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Alors ça, c'est le fond. Et bien entendu, ce qui fait qu'on me voit sur LinkedIn, c'est qu'il y a des fois aussi, il faut y mettre une certaine forme, tout simplement, pour être vu. Voilà. Donc, dans ce que tu es en train de me dire, il y a quand même une vraie volonté de mettre en avant vis-à-vis des acquéreurs des comportements d'agents immobiliers qui font que l'acquéreur ne vit pas une expérience client optimale. Mais optimale, c'est bien gentil. Non, vraiment, regarde, moi, si on regarde les choses au terme de l'expérience client, c'est le service proposé plus la relation client. Aujourd'hui, un conseiller immobilier, il est focus sur le service qu'il propose aux vendeurs. Et les meilleurs des conseillers immobiliers, c'est ceux qui arrivent à associer un excellent service et une relation client au top. Parce que ceux qui sont très bons dans la relation client avec leurs vendeurs, c'est ceux qui vont réussir à se faire recommander par la suite. Aujourd'hui, pour les acquéreurs, non seulement il n'y a pas de relation client, mais il n'y a pas de service non plus. Vraiment. On parlait juste avant en off, tu me disais certains des confrères, donc des professionnels, des agents immobiliers qui cherchent eux-mêmes à investir dans le centre de la France, qui disent on appelle et on ne répond même pas. Donc voilà, on est là. Donc quand je dis c'est qu'il n'y a même pas non seulement il n'y a pas de relation, mais on décroche même pas. Alors je vais plus loin, c'est les personnes qui m'ont dit ça ont constaté qu'il y avait des biens qui correspondaient entre guillemets sur le papier à leur recherche. En plus, tu vois, et ils ne sont pas rappelés. Donc il y a la frustration double. C'est j'ai une recherche. En plus, c'est des professionnels de l'immobilier qui ont cette recherche. Donc, la frustration est grande parce qu'ils disent, en fait, alors ils connaissent les règles du jeu, mais est-ce que de là à les connaître, est-ce qu'on les accepte? Tu vois, c'est un peu comme, c'est des explications mais pas des excuses, c'est la même chose. Est-ce que, tu vois, là-dessus, on n'aurait pas un vrai pas à faire en avant? Mais ce qui est terrible, c'est que ces professionnels qui ne répondent pas au téléphone, il y a fort à parier que ce sont même de très bons professionnels. Que peut-être ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent, ils sont recommandés. C'est juste en fait le rapport de force du marché en fait, qui veut ça. Pourquoi En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est tout l'objet de mes posts sur LinkedIn. C'est on fait le constat ensemble, sans se mentir. On fait un véritable constat.
on cherche à, certes, l'expliquer, partir de là, mais après à comprendre pourquoi et comment améliorer ça. Parce qu'aujourd'hui, pour un acquéreur, c'est au niveau expérience, c'est vraiment proche du néant. Et au point, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans une de mes newsletters que tu avais suivi. Moi, mon point de vue, c'est que vu que l'expérience est vraiment proche du néant pour les acquéreurs, c'est que les agents immobiliers ont réussi à créer un marché, celui des chasseurs immobiliers. C'est quand même dingue. T'imagines un peu ? Donc en fait, tu les remercies. Mais oui, et c'est un chasseur qui dit ça. Non, les remercier, ça serait faire de la provoque. Non, je ne les remercie pas. Mais il faut juste être conscient des enjeux et de ce pourquoi les clients nous appellent. Nous, les clients, quand ils appellent un chasseur, c'est pour gagner du temps. Mais qui leur fait perdre tout ce temps ? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas acheter une maison juste avec la visite virtuelle ? Non, on ne peut pas, parce que déjà la visite virtuelle, c'est quasiment déjà passé à la trappe, à part sur les grandes superficies. Mais c'est pas possible, tu es obligé aujourd'hui d'aller visiter un bien et de vérifier tout par toi-même, que ce soit ce qui est écrit sur l'annonce ou même le discours de l'agent immobilier. Et c'est tout à fait normal, parce que l'intérêt de l'agent immobilier, c'est l'intérêt du vendeur, pas le tien, pas celui de l'acquéreur. Donc en fait, il faut pas juste se contenter de dénoncer, c'est très facile de dénoncer, c'est juste dire voilà l'état actuel du marché, voici les rapports de force, voici pourquoi aujourd'hui les acquéreurs sont traités de cette manière. Est-ce qu'il y a mieux à faire et surtout pourquoi il y a mieux à faire ? Très souvent, moi j'entends tous les professionnels qui disent, et c'est le dicton, c'est vos acquéreurs d'aujourd'hui sont vos vendeurs de demain. Alors moi je suis à moitié d'accord avec ça. En fait, pour moi, ça, c'est la conséquence. Ça ne devrait pas être ta raison d'être. Ta raison d'être, c'est en tant que professionnel, délivrer la meilleure expérience possible à tous les clients. Que ce soit le jeune qui pousse la porte de l'agence parce ça va être potentiellement un locataire et il veut juste des infos. Le 100e acquéreur de la journée qui vient parce qu'il cherche le mouton à 5 pattes. C'est leur délivrer à chaque fois la meilleure expérience possible. Et c'est parce que tu vas faire ça que tes acquéreurs, et même peut-être des personnes qui n'étaient même pas en fait tes clients, ils vont passer par toi. Parce que tout simplement, tu es le meilleur. Parce qu'ils vont se souvenir de toi. Donc, tes acquéreurs vont devenir... tes acquéreurs seront tes prochains vendeurs. C'est la conséquence. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu fais super bien ton job. Mais je suis en accord avec ça parce que moi, c'est un petit peu l'objectif aussi du podcast. C'est ce que je dis assez fréquemment, c'est d'abord de remettre de l'humain dans ce métier. Et je trouve qu'il y a une chose qui nous manque, c'est la considération. C'est juste considérer l'autre en tant qu'être humain. Voilà, c'est une personne qui passe par des états différents, qui peut être frustré, qui peut être énervé, qui peut aussi avoir des joies, des peines. Et un acquéreur, il passe par ces frustrations. Et malheureusement, parfois... celui qui prend, c'est l'agent immobilier qui va lui répondre. Alors que lui, il lui a répondu, donc il se sent aussi un petit peu agressé parce qu'il dit oui, mais moi, il prend un peu parfois pour les autres. Mais si on avait une expérience client plus optimale, en tout cas déjà meilleure, on va pas dire optimale, mais déjà meilleure, eh bien, je pense que notre image en serait grandie et largement. Non, mais c'est bien beau ça de dire, parce que ça, c'est un discours que j'entends partout, notamment sur LinkedIn. Remettre l'humain. On parle de bienveillance. Non, moi jamais. Oui, non, mais c'est souvent, on met l'humain, être bienveillant. C'est bien beau tous ces concepts, mais en réalité, pourquoi aujourd'hui on n'est pas bienveillant avec les acquéreurs ? C'est parce qu'il y a d'autres considérations qui prennent largement le pas là-dessus et qui sont tout simplement des considérations financières. On remet l'humain, oui, ok, mais dès qu'il y a des considérations financières et que potentiellement ça impacte les finances de chacun ou chacune, finalement l'humain c'est le premier truc qui passe à la trappe. Et ça fait entre autres partie des constats, et malheureusement dans notre métier, dans notre secteur, il est beaucoup question d'argent. Parce que c'est avant tout ça. Et alors c'est bien beau de réussir à mettre l'humain, mais va mettre de l'humain ou de la bienveillance quand potentiellement tu peux perdre un mandat et tes honoraires. Les agents immobiliers ils font vite le choix. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive aujourd'hui dans cet état-là. Un acquéreur aujourd'hui, la valeur financière elle est de zéro. Donc c'est pour ça que quand tu appelles une agence, faut pas t'étonner si elle ne te rappelle pas.
Alors, je suis d'accord. Si t'es le centième, Là-dessus, je te rejoins. Sauf que pour moi, quand je dis remettre l'humain et quand je parle de considération, c'est juste parfois juste donner les règles du jeu. oui. Tu vois, mais déjà, je trouve que. Alors, je suis pas d'accord à 100% avec ce que je suis en train de dire non plus, hein, mais déjà dire. Je l'ai déjà vu, j'en ai même vu le faire sur leur publicité de réseau. Ouais, Ils faisaient quoi? Bah alors, écoute, moi j'ai vu une publicité passer, c'était pour les locataires. Mhm. Ils donnaient les étapes de la location. D'accord. Donc, présélectionner les biens, visite, etc. Et en gros, il disait à la fin, et ça m'avait choqué, je le dis, hein, parce qu'il disait, une fois que le locataire a déposé son dossier sur un bien, si l'agence ne rappelle pas, c'est au locataire de relancer, en tout cas au candidat locataire de relancer l'agence pour savoir où on en est. Alors, sur certains marchés, je peux l'entendre, et encore une fois, c'est peut-être une explication, mais je ne suis pas du tout en phase avec ça, parce que ça va devenir un client, et que la moindre des choses, c'est de lui dire s'il a été retenu ou pas. Mais oui, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est juste une question de rapport de force, vu que la demande est telle que on ne prend pas la peine de faire ça, et il n'y a pas que chez les locataires, Non, c'est partout. le marché du travail est comme ça. Je vois, moi, toutes ces personnes, excusez-moi, de pleurer sur LinkedIn parce que les recruteurs ne répondent pas à leur CV. Et du coup, ils se plaignent, ils disent justement que ce sont des personnes malveillantes, que ça se fait pas. Moi, j'ai envie de leur répondre, mais es-tu déçu vraiment de ne pas travailler dans ce cas-là pour ces types de personnes? Alors, sur un travail, je peux te suivre. Sur un logement, quand j'en ai vraiment besoin, tu vois, et que c'est le seul, c'est juste ça qui me... C'est les limites de ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que faut connaître les règles du jeu, mais c'est pareil finalement pour les acquéreurs et les locataires. Malheureusement, faut savoir, et c'est aussi pour ça que c'est désastreux, et que le discours, déjà juste, ça pourrait être un peu meilleur juste dans le discours que l'on tient au client. Quand un client vient avec une recherche dans une agence, lui dire je vais vous proposer de toute façon uniquement les biens de mon agence ou de mon réseau. Il se peut des fois que, et même très souvent, que les biens que je vous propose ne correspondent pas exactement à votre recherche. Néanmoins, je vous les proposerai quand même au cas où. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que fait l'agent immobilier? Il ne tient pas ce discours. Il dit ok, je vais vous proposer des biens. L'acquéreur qui est le nouveau, il ne comprend pas en fait que ça va être juste celui de l'agence, ça ne va pas être celui de tout le marché. Et en plus, il ne va pas comprendre qu'à chaque fois qu'on va lui proposer un bien, il va dire mais c'est pas ce que j'ai demandé. Je voulais un 4 pièces, 3 chambres parce que j'ai 2 enfants. Et il me propose un 3 pièces, 2 chambres. Et il me dit que c'est une super opportunité à ne pas rater. Du coup, l'acquéreur, il ne comprend pas, il se méfie. C'est comme si tu es au restaurant, tu commandes une pizza et il t'amène des super pâtes à la carbonara. Mais pourquoi vous m'avez servi ça? Non, parce qu'elles sont super bonnes, c'est les meilleures du quartier. Et là, il y a un décalage qui se crée. Je te vois sourire, ça prête à sourire. Mais moi, en tant que professionnel, j'envoie, une fois par mois, j'envoie à tout mon réseau, un peu plus de 1000 sur Paris, mes recherches. Voilà, je recherche. Ce que je recherche du bureau, 200 mètres carrés. Je recherche un appart, une résidence principale de 200 mètres carrés. Mais il faudrait que je te montre les mails. Ah tiens, j'ai un super truc pour toi, 150 mètres carrés. Je dis, mais non, je t'ai demandé un 200 mètres carrés à 2 millions. Voilà, ou j'ai un 250 à 4 millions. Et tous. Et du coup, c'est là où elle m'a plus-value. C'est que moi, mon client, je vais lui amener, je vais faire le tri, je vais lui proposer exactement ce qu'il recherche. Alors qu'en réalité, les professionnels pourraient le faire, ce tri. Encore, ce que je le répète, il y a des explications à ça. Il y a des explications. Mais malheureusement, ce n'est pas des excuses. Et on peut tendre à ce que ça se passe mieux. Mais et là, pour le coup, c'est peut-être une bonne nouvelle dans notre secteur, c'est qu'il y a une marge de progression énorme. Aujourd'hui, il y a des professionnels, et il faut pondérer ce que l'on dit. Et il y a des professionnels qui font ce travail. Il y a des professionnels qui sont bienveillants, qui évitent de faire déplacer les acquéreurs pour rien. Mais moi, je le vois, ces professionnels, ils sont débordés par le travail. C'est eux qui refusent les affaires, c'est eux qui sont demandés par les clients. Ce sont ces professionnels qui font vraiment la différence sur le long terme, tout simplement. Écoute, c'est bien en tout cas que je t'ai, parce que voilà, c'est quelque chose qui moi me tenait à cœur. Et pour illustrer ça, j'ai réfléchi à ça, tu vois, cette nuit, je me suis réveillé. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que tu peux nous partager la pépite, la pire chose qu'on ait pu te faire, parce que sans citer personne, mais que tu aies pu vivre, et aussi la meilleure expérience que tu aies eue aussi, parce qu'il y en a peut-être une pour contrebalancer quand même. Ouais, alors la pépite, j'en ai une et je ne vais pas citer quelle agence c'est,
Donc c'était à Paris. Et j'en ai fait un post. Et encore dans le post, tu vois, ça a fait tellement rigoler les agents immobiliers. On t'a pas cru? Non. Et je leur ai même pas dit que je leur ai donné juste une bride de l'anecdote. D'accord. Donc là, je vais te raconter J'ai la l'exclu, version longue. Donc en fait, le post, c'est... du coup, parce que j'ai fait qu'une bride, parce que du coup, j'ai dû le mettre en format post LinkedIn. Et donc, j'avais fait un post LinkedIn qui avait très bien marché et même fait marrer beaucoup les agents immobiliers. J'ai dit, bah voilà, j'ai fait une visite hier matin. Dans l'ascenseur, l'agent immobilier me dit, j'ai effectué 10 visites sur le studio plaît énormément, il va falloir se positionner très vite. On arrive sur le palier. Et là, je vois l'agent immobilier qui tente d'ouvrir la première porte, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième s'ouvre enfin. Et après, je mets hashtag histoire vraie, quoi. Et donc, la version longue, j'appelle un lundi matin une annonce d'une agence, d'un bien qui correspond à un de mes clients. Et j'ai l'agent immobilier. J'ai du mal à fixer une heure de rendez-vous avec elle. Parce qu'elle me dit que tous les créneaux sont pris sur toute la journée. Elle avait 11 visites exactement. Et le seul créneau qu'elle avait à me proposer, c'était 17h. Et ça me posait problème parce que c'était en hiver, il faisait sombre. Et voilà, je ne voulais pas y aller à ce moment-là parce que déjà, je supposais que potentiellement, il pouvait y avoir des problèmes de luminosité. Bon, elle lâche pas le morceau. Et en fait, elle me dit qu'il y a toute la journée des visites non-stop. Et en fait, j'ai compris plus tard, en fait, c'est le seul créneau qu'elle avait dispo. Sauf qu'au lieu de me dire ça, et peut-être elle a bien fait son rôle en me disant qu'il y avait tout le monde. Mais ça va dans le sens de son client. Elle me donne rendez-vous à Boulogne et elle fait un truc que je déteste, c'est qu'elle me donne rendez-vous à un coin de rue. Elle me dit entre, je sais plus, rue de la Ferme et rue Boulogne-Billancourt, je sais plus. Elle te donne pas l'adresse exacte. Voilà, et du coup, c'est chiant quand ils font ça, les pros. Pareil, il y a des explications à ça, mais du coup, tu peux pas, toi, t'imprégner avant de l'environnement, où est-ce que c'est, regarder les immeubles autour. J'arrive au coin de rue, et là, je vois, elle est devant l'immeuble, elle avec une collègue à elle, et elle me fait signe, j'y vais, et je vois sa collègue qui lui donne les consignes. Bon, bah alors, quand tu arrives au premier étage, tu fais 6. Et là, je me dis, mince, je croyais qu'elle avait fait 10 visites avant, quoi. Déjà, ça me met la puce à l'oreille, mais je dis rien, parce que peut-être qu'elle donne des consignes, peut-être c'est pour un autre appart, je sais pas. On arrive dans l'ascenseur, et c'est un ascenseur à Boulogne où il y a un code pour aller dans l'ascenseur, pour monter. C'est super, c'est pour sécuriser et tout. Elle connaît pas le code. Moi, je lui dis, mais de toute façon, c'est le premier étage, venez, on prend l'escalier service. Il y a une clé. Et je dis, mince, elle avait pas la clé, pas le code. Et je me dis, et non, pareil, elle était censée l'avoir visité. Peut-être par la fenêtre. Voilà, donc je la vois, elle appelle sa collègue. Alors, sa collègue qui venait de la briefer 2 minutes avant, quoi. Et j'entends sa collègue au téléphone, ah, tu l'as pas noté le code. Je dis, mince, donc elle lui avait vraiment donné, elle note le code, on monte au premier étage. Et là, il se passe ce que je viens de te décrire juste avant. Elle tente d'ouvrir la première porte, la deuxième, la troisième. Donc en fait, elle ne savait pas où était l'appart. Elle a réussi à ouvrir le quatrième. On rentre dans l'appart. Et là, elle me met une pression de dingue. Elle continue le même discours au téléphone en m'expliquant que tout le monde l'a visité, qu'il faut se positionner tout de suite sans discuter, sans conditions suspensives de prêt. Elle arrive à me citer tous les points forts du bien. Par contre, elle ne connaissait pas les charges, elle ne connaissait pas la taxe foncière. Je me demandais pourquoi les clients ils vendent. Elle n'avait aucun contexte, rien. Est-ce qu'il y avait des travaux à prévoir Elle connaissait mais rien du dossier. Et moi, je fais toujours un truc pendant les visites. D'abord, je visite tout l'appart. Donc, il était grand quand même, l'appart. Puis, une fois que c'est visité, donc parce que d'abord, j'ouvre les yeux, je regarde vraiment. Puis, une fois que j'ai fait toutes les vérifications, je prends des cotes de l'appart pour ensuite faire un plan pour les travaux, justement, avant-après. Et quand je prends les cotes, toujours, je m'enregistre. Parce que ça va plus vite. Je ne fais pas un dessin direct parce que sinon, je vais emmerder l'agent immobilier. Ça va prendre 3 heures. Du coup, je prends mon mètre laser, je me prends avec mon téléphone, je m'enregistre. Je préviens toujours d'ailleurs le professionnel en disant vous inquiétez pas, je vais parler tout seul, je m'enregistre parler. Et vu que j'ai pas mal de prises de notes de mémos sur mon téléphone, je commence toujours par le vocal, par dire l'adresse où je suis. Donc, par exemple, je dis les cotes au 18 rue de Londres le 15 février 2022. Et là, je dis les cotes au... Et là, je me rends compte que j'ai pas l'adresse. Du coup, je dis et je me rappelle, parce que je me suis entendu enregistrer. Je dis excusez-moi, c'est où l'adresse? Je sais plus. Elle me dit 30 rue de la Ferme.
Je dis ok. Bon, alors les cotes au 30 rue de la Ferme, je commence à prendre les cotes et au bout de 2 minutes, au fond de l'appartement, j'ai l'agent immobilier qui fait non, en fait, on est au 53. Je dis oh, putain, bah non, en fait, on était au 53. Donc, elle connaissait, mais alors rien. Non seulement elle savait pas l'appart, elle savait pas l'adresse. À part les points positifs. Mais alors, j'ai trouvé ça mais énorme, quoi. Mais là, c'était vraiment la pire expérience des expériences. Et tu vois, et j'ai fait exprès, en plus, de ne pas la partager sur les réseaux. De toute façon, en plus, ce podcast ne sera enregistré écouté normalement que par des pros. Mais c'est un truc que je ne vais pas la partager dans sa globalité, même sur les réseaux, parce que ça donne quand même une image de notre profession terrible, quoi. Qui est pas reluisante. Voilà. Après, avec le recul, je trouve que c'est à mourir de rire. Parce que là, franchement, cette expérience, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que tu as placé la barre assez haut. Là, j'ai jamais vu. Franchement, j'en ai vu d'autres. Des agents immobiliers qui nous disaient allez-y visiter, qui vont fumer leur club sur le balcon ou à la fenêtre, ou des gens qui me disent allez-y montez, la porte du studio est ouverte et eux ils restent en bas parce que c'est un 6e étage sans escalier et c'est fatigant. Sans ascenseur parce que sans oui, escalier ça va être sans ascenseur, excuse-moi, et escalier service, tu vois. Et donc tu vois, j'en ai vu, mais alors celui-ci c'était le pompon. Alors maintenant dans les meilleures expériences. Ouais. Alors dans la meilleure expérience. Malheureusement, c'est toujours en fait des brides, des moments où là je me dis. C'était un bon moment, mais c'est pas complet. Et là où je me dis là il a fait quelque chose que les autres ne font pas. D'accord. Tu vois, ou des fois quand je vois, je te prends premier exemple, tout bête, il y a un truc que je fais moi en tant que chasseur, une fois que l'offre est acceptée. On a toujours, entre le moment où l'offre est acceptée et le moment où il y a la promesse chez le notaire, il se passe 1 mois. C'est comme ça. Y a pas... Par contre, si tu ne fais rien, si tu laisses les choses se passer, les notaires sont capables de dépasser ce mois. Donc, en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de relancer les notaires, en fait, très gentiment, sans les importuner non plus. Et donc, moi, 1 fois par semaine, le lundi, j'appelle tous les notaires. C'est souvent le même en plus avec lequel on travaille, et juste pour s'assurer qu'il a bien reçu les pièces de son confrère et savoir comment tu peux l'aider. Et très souvent tu as des infos où tu peux les aider, relancer le syndic, relancer le confrère de l'autre côté, et juste le fait de faire ça, en fait l'autre qui s'était endormi, en fait ça relance la machine, et c'est ce qui fait qu'on respecte les délais, ce qui est très appréciable pour les clients, au lieu d'arriver au bout d'un mois en disant non, on va encore se taper 20 jours, parce que ce soit pour le vendeur ou l'acquéreur, ils ont envie d'avancer. Puis en fait, je me rappelle, elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth, d'ailleurs, si tu entends le podcast. Et en fait, je fais une fois une affaire avec une conseillère qui s'appelle Elisabeth. Et en fait, je me suis rendu compte que elle, c'était sa routine, déjà. Et du coup, moi, où j'ai trouvé ça appréciable, je me suis dit, voilà, Elisabeth, elle, en tant que conseillère, pour le bien, en fait, que ce soit du client vendeur comme des acquéreurs, elle s'occupe 1 fois par semaine. Et elle m'a dit, on a la même routine. Tous les lundis, elle appelle tous les notaires. Et elle fait tous ses dossiers comme ça. En fait, c'est un travail de fond, c'est le travail de l'ombre que le conseiller immobilier fait, que les clients ne verront jamais. Et en plus, si tu le fais bien, non seulement, en plus, non seulement il s'en rend pas compte, le client, mais c'est ce qui rend en plus le truc smooth, fluide. Ça s'est passé sans accroc, et tu vois pas pourquoi ça s'est passé sans accroc. Quand tu vas en club de vacances, tu pars du club, tu leur dis merci, ça s'est super bien passé, mais eux ils te disent pas tout ce qui s'est passé dans l'arrière-cuisine pour que ça se passe bien. Et c'est ça, déjà j'avais remarqué ça, donc ça m'avait fait tilter, où j'avais apprécié. Du coup, moi, sur ce dossier-là, j'avais pas à le faire. Je savais qu'il y avait justement la conseillère qui tenait la barre derrière. Ensuite, ça va être ceux qui vont cartonner les agents immobiliers qui cartonnent en visite. Mais là, je vais te dire sur des trucs tout bêtes, c'est de la même manière que quand tu rentres dans une boulangerie. Moi, je rentre chez mon boulanger qui habite juste à côté de chez moi. Je rentre, il me dit pas bonjour, il fait la gueule. Je préfère faire 10 minutes de marche supplémentaire pour aller voir le commerçant qui est souriant et qui est accueillant. C'est pareil pour les agents immobiliers. Moi, le nombre de fois où j'arrive, et je suis quelqu'un de naturel souriant, accueillant. Moi, quand on arrive et que le type, il fait la tronche, ça me saoule. Et à l'inverse, il y en a d'autres
qui naturellement t'accueille, un grand bonjour, comment ça va, il ne parle pas tout de suite de l'appartement, il s'intéresse tout de suite déjà à toi, à ce que tu recherches. Vous avez trouvé des questions que j'appelle des questions brise-glace, justement pour que la relation se passe bien, vous avez trouvé facilement. Et là, oui, je suis venu en métro, il y a du trafic, et là, les gens, ils adorent parler de ça, et en fait, tu engages la conversation, puis c'est pareil, ceux qui arrivent dans la visite et qui te laissent en fait visiter et qui te disent ce que tu ne vois pas. La superficie des pièces, le montant des charges, taxes foncières, ce que tu ne peux pas percevoir, à combien de temps est l'école. Et à l'inverse, t'as ceux qui vont te faire la visite musée. Ça, c'est des toilettes. Ça, c'est une cuisine. Ouais, bah merci. Si c'est juste pour ça, tu me laisses faire, quoi. Et un accueil, moi, qui m'a... Et je m'en souviens encore, et justement, j'en avais parlé, justement. J'ai été accueilli une fois dans une agence, et là, je vais la citer, parce que, pour le coup, moi, quand c'est bon, là, à l'inverse, je les cite. Une fois, j'ai été accueilli au Market Center de Monceau, à Paris, par le CEO Frédéric Crémieux. Market Center, donc Keller Williams ? Ouais, Keller Williams. J'avais pas précisé Keller Williams ? Non, ouais. C'est pas grave. Je précise parce que moi, je rentre tous les jours dans des agences immobilières. Et là, je vais t'expliquer comment ça s'est passé ce jour-là, quand j'ai été accueilli par, donc, c'est-à-dire la tête de ce Market Center. Non seulement Frédéric était venu m'accueillir à l'accueil. Alors déjà, quand j'ai été accueilli à l'accueil, on m'a fait asseoir dans un canapé, on m'a dit bonjour avec un grand sourire, on m'a offert un café. Frédéric est venu m'accueillir, est venu me serrer la main, on m'a accompagné dans son bureau, on a échangé. Puis quand on est parti, le CEO du Market Center me raccompagne à la porte, me tient à la porte, s'assure que je sorte et en partant, me souhaite une très bonne journée. Ça paraît mais anecdotique. C'est juste les bases du savoir-être et de l'accueil et du service en fait. Je te le dis, moi, non seulement je l'appréciais, et en fait, c'est tellement rare. Quand tu es un acquéreur, tu rentres dans une agence, ils restent cloîtrés derrière leur bureau. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah bah, je cherche un appart. Ils prennent un post-it. Allez-y, je vais noter vos critères. Merci, bonne journée. Puis tu repars. Voilà. Ça, c'est malheureusement la plupart des accueils en agence immobilière. Et un autre bémol, c'est bien sûr mon prisme de professionnel parisien qui parle. Parce que peut-être que dans les agences en province, ça se passe autrement, le tempérament est peut-être autre, mais tu rentres dans une agence parisienne, la plupart, c'est comme ça que ça va se passer. Alors je suis sûr qu'on va en trouver qui vont bien t'accueillir. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que demain, si vous allez au Market Center de Keller Williams Monceau, que ce soit le CEO, et après, du coup, je l'ai constaté chez tous les conseillers, que ce soit finalement de ce Market Center, mais finalement même des autres Keller Williams parisiens, ils ont aussi ça en commun. C'est très certainement dans leur formation, j'imagine. Mais à chaque fois, moi, ce que j'ai constaté, qu'à chaque fois que je faisais une visite avec des conseillers de ce réseau, t'arrives, ils ont tous le sourire, la banane. Et en fait, ils ont quand même, comme quand t'arrives en fait, chez n'importe quel commerçant, le sens de l'accueil. En fait, ils ont un savoir-être en commun. C'est un très commun, moi, je trouve, à ce réseau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas ailleurs. Mais souvent, quand je le trouve ailleurs, je trouve en fait que c'est un trait de caractère plus de la personne que du réseau, en fait. Voilà. Alors que là, tu as senti que c'était quelque chose de plus dans le savoir-faire, que c'était inculqué quelque part aux personnes, en tout cas, dans leur recherche. Et c'est vrai que c'est un bon point de départ quand même. Exactement. Cet accueil, ce point de démarrage, comme tu dis. Alors, certains disent brise-glace, etc. Et c'est là, moi, que tu vois, quand je parle de l'humain, c'est juste des petites attentions, en fait. C'est pas des grandes phrases pour dire, on va aller chercher, des choses très profondes pour démarrer. Non, on peut commencer par des toutes petites touches, comme tu viens de dire. En plus, toi, t'en fais 300 et tu dis qu'au bout de 300 visites par an, t'y es encore sensible. Parce que, encore une fois, tu le remarques, ça te surprend quand on te le fait. Alors que peut-être que si tout le monde le faisait, ça te surprendrait pas. Mmh. Mais là, ça te surprend dans le bon sens. Mais tu sais que du coup, je me l'applique aussi à moi aussi. Un truc que je ne m'étais pas rendu compte. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui explique le comportement des professionnels. Mais je répète, ce sont des explications, pas des excuses. Moi, je ne sais pas comment ça se passe pendant les autres visites avec les agents immobiliers. Avec les acquéreurs, en fait. Ni même les autres chasseurs. Je croise très rarement mes confrères. Et un jour, ça faisait plus d'1 an que je travaillais, je fais une visite groupée. Il y a un agent immobilier qui a l'intelligence de faire ça
Quand je dis intelligence, c'est ironique, parce que je trouve que c'est extrêmement une mauvaise idée, la visite groupée. Et là, je vois les clients, les particuliers, les acquéreurs, je vois les autres chasseurs. Et là, je me suis dit, mais pauvre agent immobilier, quoi. Non seulement ils faisaient tous la gueule, mais ils étaient tous extrêmement désagréables. Mais dans un but. En fait, ils étaient désagréables pour dénigrer le bien, en fait, pour tenter après de le négocier. Ils pensaient que ça allait être en dénigrant le bien, en étant désagréable, en fait, qu'ils allaient mieux négocier après. Moi, j'ai fait le constat totalement inverse. Ça m'arrive non seulement sans me forcer, moi, sans y avoir à réfléchir, je vais être souriant et accueillant avec le professionnel, mais ça m'arrive aussi très souvent d'arriver en visite avec un café. Parce que déjà, moi, je me prends un café pour moi, et j'en prends un aussi pour l'agent immobilier, et je dis, tiens, avant de monter, on se prend un café, parce que j'imagine en plus que tu enchaînes les visites, tu n'as pas le temps de te poser, et ça fait mouche à chaque fois. L'agent immobilier aussi, lui, il apprécie, il me dit, super. Je peux t'assurer après que si j'ai besoin de pousser l'offre de mon client et qu'on est en concurrence avec tout le monde, je peux t'assurer que mon accueil, il s'en souvient et ça suffit largement à faire la différence avec tous les autres. Pour la petite anecdote, je connais un agent immobilier, lui, qui a toujours du chocolat sur lui et qui parfois partage un petit carré de chocolat avec ses clients. Et c'est le même principe. En fait, en fait, et je le fais là par arrière-pensée. Oui et non. Parce qu'en fait, moi, de nature, Idriss, dans la vie courante... Tu le ferais. Mais même pas qu'un agent immobilier. J'offre facilement un café à quelqu'un, à un ami, à quelqu'un avec qui j'ai envie de discuter. Ça, c'est ton côté fan de barbecue. Ah ouais, ça mais la convivialité, c'est un de mes traits de caractère, le fait aussi de fédérer. Mais la convivialité, ça, oui, c'est quelque chose, moi, qui me caractérise. Et finalement, je le laisse transpirer aussi, moi, sur ma vie professionnelle. Donc quand j'offre un café, en fait, moi, j'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ça, mais pour moi, ça me paraît, je le fais naturellement. Je le fais pas à tous, parce que maintenant que j'ai dit ça, il y en a qui vont peut-être se dire, qui vont mal le prendre si j'arrive en visite sans café, mais ça m'arrive de le faire. En fait, je le fais généralement quand c'est les premières visites du matin ou celle-là juste après manger, là où il y a besoin d'un expresso, en fait. Mais je vais pas le faire à 17h, parce que sinon... On va pas dormir. Exactement. Ok, et c'est hyper intéressant parce que on voit qu'il y a quand même un vécu hyper large de ce que tu as pu vivre toi en tant qu'acquéreur. Si tu devais donner un petit top 3 des conseils, tu vois, pour bien considérer, bien accueillir, bien prendre soin de la relation client, vendeur, acquéreur, peu importe, locataire, c'est vraiment toi ton top 3 que tu mettrais en avant là-dessus. Est-ce que tu aurais des choses à nous partager? Alors, il va falloir que je fasse un top 3, j'en vois déjà 2, et c'est pas des astuces actionnable, c'est plutôt un état d'esprit en fait à actionner. Le premier, parce que moi je le vois quand je parle sur les réseaux, notamment LinkedIn, et qu'on parle du fait que les professionnels ne s'occupent pas des acquéreurs et qu'il y a les chasseurs pour ça, la plupart vont répondre non mais on n'a pas le temps. D'une, si on ne s'occupe pas, deux, c'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est parce que la deuxième raison, c'est on ne peut pas tout bien faire. Ils ont aussi raison pour ça. Et 3, c'est pas notre travail, c'est celui des chasseurs. Mais en fait, vous pouvez actionner en fait un levier, améliorer votre expérience client auprès des acquéreurs sans y passer plus de temps, sans y passer la moindre seconde supplémentaire. Vraiment. Juste en se concentrant sur déjà le temps imparti que vous avez forcément avec les acquéreurs. Imaginons, je te prends un exemple. On prend un exemple. Vous travaillez 50 heures par semaine en tant que conseiller immobilier, et sur ces 50 heures, vous avez 5 heures qui sont consacrées, en fait, peu importe à ce que vous faites, à vos acquéreurs, parce qu'il y a les visites. Juste concentrez-vous sur comment améliorer ces 5 heures. Quand tu es en visite avec l'acquéreur, t'es là. Fais en sorte que cette visite-là, l'acquéreur, il en ressorte, c'était comme une maison, qu'il ait aussi cet effet waouh. Voilà. Alors moi, j'ai plein de choses à dire, comment créer cet effet waouh. On peut en parler des heures, mais déjà, comment faire en sorte, de la même manière que quand tu rentres dans un resto, quand tu vas chez le coiffeur, quand tu vas dans un hôtel, en vacances, que quand tu accueilles cet acquéreur, pendant les 5, 10 minutes, voire 20 minutes que tu as passé avec lui, qu'il se souvienne de toi. Mais de manière mémorable. Parce qu'actuellement, ils se souviennent de nous, les acquéreurs, mais pas pour les bonnes raisons.
Ça, c'est mon premier conseil. C'est déjà le temps qui est déjà imparti aux acquéreurs, améliore-le. Sans y passer plus de temps, juste passe un meilleur temps. Le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'état d'esprit global. Fais-le vraiment sans arrière-pensée. Fais-le parce que toi, déjà en tant qu'agent immobilier, tu es un consommateur, tu es un client dans les autres industries et dans les autres secteurs. Et en tant que client, tu es aussi exigeant. Moi, je suis exigeant quand je suis au resto. Je suis exigeant, j'ai pas envie que le serveur il m'oublie. J'ai pas, si j'ai réservé à telle heure, je veux avoir ma table au restaurant à telle heure. J'ai une exigence envers les professionnels et applique-toi cette exigence-là tout simplement parce que tu es un professionnel. Et peu importe le client. Je vais te prendre une anecdote, moi, qui m'a paru mais complètement dingue. C'était aux États-Unis. Donc là, on est vraiment dans un pays qui ont le sens du service aigu. Et rien comparable à chez nous. À l'époque, en fait, je vivais à Londres. J'étais à la banque, à la Barclays, donc une banque anglaise. Et je vais en vacances à Londres avec un pote. Je vais en vacances, à New York avec un pote. Et là-bas, ma carte, elle est bloquée à la Barclays. Et il n'y a pas la Barclays aux États-Unis. Et en plus, moi, j'ai pas de crédit téléphone, donc je peux pas dépenser et je peux pas appeler la Barclays à Londres depuis les États-Unis. Je suis bloqué et j'ai pas d'argent. Donc je vais dans une banque, je sais plus, une banque qui m'est totalement inconnue, et je leur explique. Donc en fait, ils voient bien que je suis pas client chez eux, que j'habite même pas dans le pays, et il y a de très grandes chances que je serai jamais client chez eux. Il faudrait que je vienne aux États-Unis et que parmi toutes les banques que j'aille chez eux, quoi. Tu vois, donc c'est quand même très peu probable. Bah, accroche-toi. La dame elle m'a dit pas de souci, venez, suivez-moi. Je suis passé dans leur bureau. Ils m'ont passé un téléphone fixe. Ils m'ont dit, alors pour appeler l'Angleterre, il faut faire tel numéro. Vous avez le numéro de votre banque là-bas? Je dis, bah non. J'ai une personne qui allait voir le numéro du service client de ma banque. Ils ont appelé, ils m'ont passé combiné. J'ai pu appeler ma banque, débloquer la situation et pouvoir dépenser mes sous aux États-Unis. Du coup, je te le donne en 1000. Demain, je vais aux États-Unis. Dans quelle banque tu vas? Voilà. Ah oui. Demain, donc, tu es dans ton agence ou tu es mandataire, il y a un locataire qui t'appelle, un acquéreur qui t'appelle pour des renseignements, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Tu vas rien en tirer. Et bien juste, tu le sers du mieux que tu peux, même si tu peux pas l'aider en fait, mais du mieux que tu peux. Et c'est parce que tu es un professionnel engagé et que tu vas engager évidemment tes clients. Et forcément, la conséquence de ça, c'est que tu vas gagner des vendeurs plus tard. Donc voilà, c'est un mindset. Et j'ai essayé, là, pendant que je te disais ces deux premiers points, de trouver un troisième. On peut s'arrêter à 2. Hein. On ouais, va pas se mettre de contraintes ici. Hein. Ouais, on va s'arrêter à 2. Mais je pense que déjà, ces deux-là, y a du taf, quoi. Pour terminer, eh bien, écoute Idriss, moi je te suis sur LinkedIn. Ouais. Et je vois que tu as une communauté grandissante qui est assez importante pour LinkedIn par rapport aux personnes que je vois poster. Et est-ce que derrière, il va y avoir une suite à ça? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place? Est-ce que c'est pour mettre en place quelque chose? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'est exactement ça, c'est pour mettre en place quelque chose. Mais alors quoi? Je ne sais pas encore. D'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y a une raison à tout ça. Je t'ai dit, je travaille pour une société depuis 2017. Et comme tout le monde, on s'est retrouvé en mars 2020 complètement bloqué. On ne pouvait rien faire. Les chantiers étaient à l'arrêt, on ne pouvait pas les chasser, les agences étaient fermées. Et je me suis lancé dans un projet digital. Et au sein de ma société, j'ai créé une marketplace qui s'appelle chasseurdagents.com. Et en fait, c'est une marketplace qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais, ce qui met en relation les agents immobiliers et les propriétaires vendeurs. Et donc, le principe de cette marketplace, c'était un Parisien qui habite dans le 17e. Il allait sur mon site, il tapait son adresse. Et moi, je lui montrais quels étaient les 5 meilleurs professionnels de son quartier. Et donc, en fait, je mettais les propriétaires vendeurs en relation avec les agents immobiliers. J'ai appris en faisant ça, j'ai tout fait par moi-même et j'ai appris du coup un nouveau métier en faisant ça. J'ai commencé à créer ça au mois de mars 2020 et le site est paru en septembre 2020 et du coup quand le site est paru, il a fallu que je le fasse découvrir ce site et surtout que je trouve des professionnels à référencer dessus. Et du coup je me suis dit quel canal utiliser, comment communiquer dessus et c'est là que j'ai commencé à poster sur LinkedIn.
je poste sur LinkedIn et au bout de 3 posts, je ne m'attendais pas à avoir de tels retours. Je me fais vraiment dépasser par mon audience. Je fais 10 posts et je vois à chaque fois, à chacun de mes posts, je ressens un engouement à travers ce que je dis. Beaucoup de MP, j'ai fait énormément de connaissances juste en écrivant des posts. Donc j'ai continué et du coup ça marche bien. Le fait que je poste sur LinkedIn en fait amène pas mal de professionnels à référencer sur chasseurdagents.com. Et je l'ai fait juste au début pour les professionnels parisiens. Je voulais juste d'abord faire ça pour après le faire sur toute la France. En mars 2021, la société pour laquelle je travaille me dit « Bon, t'arrêtes chasseur d'agents. » Pour diverses raisons. Du coup, ok, j'arrête, pas de souci. Mais j'ai LinkedIn qui est là, quoi. Et j'ai une audience qui continue à me solliciter, à répondre présent. Et surtout, c'est exponentiel, quoi. J'ai commencé en septembre 2020, j'avais 220 abonnés. Là, on est en février 2022, je suis à 10 500 à peu près. Je fais, le mois de janvier dernier, j'ai fait plus de 250 000 vues juste en postant. Et donc, en fait, quand j'ai dû arrêter le site, j'ai dit, ok, bon, le site, j'arrête, mais LinkedIn, j'en fais quoi? J'ai une communauté de professionnels de l'immobilier, des agences, beaucoup de mandataires qui me suivent et qui interagissent. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et moi, mon why, ma raison d'être, c'est j'ai envie, et c'est déjà en quelque sorte, c'était déjà le why de chasseur d'agents. Et ça, je l'ai découvert que plus tard. C'était pourquoi j'ai fait chasseur d'agents, c'est parce que j'avais envie d'impacter positivement le quotidien des professionnels. Donc je l'ai fait à travers chasseur d'agents, mais sans m'en rendre compte. Au début, c'était juste un side project. En fait, c'était beaucoup plus que ça, parce que ça demande énormément de temps. Et du coup, j'ai continué à poster depuis mars 2021 jusqu'à là, aujourd'hui. J'ai créé justement 2 verticales, en fait, pour faire grossir ma communauté, parce que le but, c'est que les gens, ils débattent sur LinkedIn, sauf que c'est très éphémère. Après, il y a les posts, après, il n'y a plus rien. Du coup, j'ai créé sur Slack, tu connais Slack? Une messagerie. Voilà, une messagerie. Le Faubourg, c'est un endroit où on est une centaine là, actuellement, où on discute, on échange. Il y a des étudiants qui viennent parce qu'ils cherchent des alternances. Il y a des personnes qui cherchent à recruter. Des fois, on parle de sujets de fond. Des fois, on parle de choses beaucoup plus légères. Une fois par mois, sur le Faubourg, les professionnels parisiens, on se donne rendez-vous pour prendre un apéro tous ensemble. Tu sais, ça va vraiment du tout au tout. Et aussi, à côté de ça, j'ai créé une newsletter qui s'appelle le R3. Où toutes les semaines, justement, j'y parle d'expérience client. Et en quoi je te disais, en fait, ma raison d'être, c'est je veux impacter positivement le quotidien des professionnels, mais je ne sais pas encore comment. Parce qu'un enseignement que j'ai tiré de chasseur d'agents, en fait, je suis arrivé avec un produit que j'ai monté de toutes pièces en me disant assez facilement qu'il y a quand même un besoin. Franchement, il n'y a pas... Tu sais que les agents immobiliers cherchent des propriétaires, donc je savais. Je l'ai créé, puis après, une fois que je l'ai créé, il a fallu que je trouve un canal de distribution, notamment LinkedIn, et que je trouve ensuite les clients. Et en fait, là, du coup, je fais totalement l'inverse. C'est que là, aujourd'hui, je suis quotidiennement avec des professionnels. Et en fait, je pars d'eux pour trouver justement ce qui va permettre d'améliorer leur quotidien. Donc en fait, c'est pas moi qui vais décider ce que je vais leur proposer. Et en fait, je ne sais pas. Donc, j'ai déjà commencé à proposer des choses. Notamment, là, très récemment, j'ai délivré sur le site Imo2 une formation sur LinkedIn. D'ailleurs, je remercie Vincent et Florian, les cofondateurs et toute leur équipe. Ça fait partie d'une des pierres de l'édifice que je souhaite monter. Donc, il se peut que je propose de la formation. Je dis il se peut parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que souhaite la communauté qui me suit. Donc, je sais qu'il y a une appétence pour la formation sur LinkedIn. Mais je ne sais pas. Si demain, il y a une appétence sur... parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de professionnels, notamment des agences qui créent des pôles chasse au sein même de l'agence, parce qu'on commence à comprendre qu'il serait temps de s'en occuper. Il y a quand même un marché. Mais ce n'est pas qu'à travers de la formation. Ça peut être demain trouver un produit, je ne sais pas si c'est un produit, mais enfin un site, une app, quelque chose en fait qui impacte positivement le quotidien des professionnels.
Donc je ne sais pas c'est quoi. Et je suis actuellement dans cette recherche-là. Donc à travers le Faubourg, à travers ma newsletter, à travers tous les retours que j'ai des professionnels, ils me font des retours, ils réagissent beaucoup à ce que je dis et me partagent leur quotidien, leur joie, leur peine, leur souffrance, leurs difficultés. Et à travers ça, à travers eux, je travaille, j'élabore, j'émets des hypothèses. Et peut-être ça va me prendre quelques semaines, peut-être des mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, mais je ne sais pas vers quoi je me dirige. Je sais juste que voilà, je sais ce que je veux en faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire encore. Donc peut-être que dans un an, on se reparlera et que je te parlerai de quelque chose que j'ai trouvé qui est révolutionnaire. Je ne sais pas si ça a pour but de révolutionner, non, mais en tout cas, vraiment sobrement impacter le quotidien. C'est le but. L'ambition est là, ça se sent. Et Ouais. bien, si les auditeurs ont des idées à transmettre à Idriss, Ah, mais alors avec plaisir, je suis grave preneur. eh bien écoute Idriss, j'étais ravi de te rencontrer. Bah, plaisir partagé, Cyril. Je te remercie de cet échange. Et puis je vais mettre dans les liens de la description de cet épisode tous les réseaux sociaux d'Idriss, comme ça vous pourrez le contacter. C'est comme ça que j'ai fait. Il est très ouvert et vraiment cette convivialité qu'il nous a partagée, je l'ai vécu juste déjà en échangeant par message privé sur LinkedIn, donc c'était top. Je réponds vraiment à tout le monde. Alors après, je prends pas. Souvent, on me propose des calls. Je prends pas tous les calls. Mais vous m'écrivez sur LinkedIn, vous avez des questions, vous voulez juste échanger, c'est avec plaisir. Et on va se prendre un café. Bah ouais. Allez, on va au Moi café. qui te l'offre, hein. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis à très bientôt alors. À très bientôt, Cyril. Ciao. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il est important pour moi de te rappeler qu'il n'est pas contre les professionnels de l'immobilier, bien au contraire, il a pour but de faire réfléchir sur notre pratique de ce métier et d'ouvrir l'échange entre nous. Je tiens encore à remercier Idriss Drira d'y avoir participé, tu peux le retrouver sur LinkedIn. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ce que tu mets en place pour que ton client vive la meilleure expérience possible. Tu peux le faire en m'envoyant un mail à limoentrepro@gmail.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom. Voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.